Voilà pour ça. Condamner le plus d'entrées possible. Pourquoi en garder 2? Parce que si j'y mets le premier coup et ensuite je rends, je vous conseille de mettre à la trappe aussi. La créativité, c'est aussi quelque chose dont je parle pas beaucoup en survie. C'est capital. Si ce n'est l'un, donc il fallait faire des stocks. Là, c'est trop tard. Bah, là, c'est pareil. Quand on veut protéger... Pour ceux qui ne savent pas, dans la description de la vidéo, vous avez un lien pour regarder la conférence, la vidéo sur le piégeage humain et la protection du domicile. Il y a pas mal de choses que je vais dire dans cette vidéo-là que vous allez retrouver dans la vidéo, dans la description. Donc allez la voir et on va déjà commencer avec cette vidéo-là. Comment est-ce qu'on fait? Ok, salut les résistants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qui peut arriver, catastrophe naturelle. Ça y est, séisme, tremblement de terre, c'est la même chose, tsunami, incendie, inondation, peu importe. Touche le pays. Et vous, en tant que bon survivaliste, vous êtes préparé à ce genre d'événement. Vous avez mis en place une préparation extrême, poussée depuis des années pour certains, et vous êtes prêts, vous et votre famille, pour survivre à ce genre de situation. Le problème, c'est que d'autres personnes n'ont pas mis en place ces mesures. Et donc, vous allez être forcément confronté à des personnes mal intentionnées qui vont vouloir prendre, voler tout ce que vous avez. On le voit déjà en France, c'est pas la fin du monde. Il y a déjà des personnes qui se font cambrioler, homejacker, séquestrer. Voilà, vous avez compris. Comment est-ce qu'on fait pour se protéger lors de cette situation? C'est parti. Premièrement, c'est pas une fois que le drame est là qu'il faut prendre des mesures. Il y a beaucoup de personnes qui commencent le survivalisme. On a fait une vidéo à ce sujet-là parce qu'ils se sont fait agresser, parce qu'ils se sont fait cambrioler, parce qu'ils ont vu que le Covid est arrivé, donc il fallait faire des stocks. Là, c'est trop tard. Mais là, c'est pareil. Quand on veut protéger sa maison, son domicile, c'est une démarche qu'on fait en amont, qu'on entretient, parce qu'il y a des compétences à maîtriser, les systèmes à faire évoluer. Il y a aussi de la créativité qui va venir avec le temps par rapport à ces systèmes-là. Donc, c'est quelque chose qu'on fait en amont. C'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, le jour J, tout a basculé. C'est parti, on y va, on va commencer à sécuriser la maison parce que je pense que là, ça va partir en couille. Ah bah, c'est déjà parti en couille. Donc, il faut prendre des mesures rapidement. Première chose à faire, il faut comprendre qu'il y a deux types de mesures de protection. Il y a la dissuasion active et la dissuasion passive. En tout cas, le piégeage actif, piégeage dissuasif. Piégeage actif, c'est quoi? Vous allez être à domicile. Voilà. Un individu va essayer de pénétrer chez vous, va activer des pièges, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là, vous, à tendre le piège, comment on pourrait dire, un trigger IED, quelqu'un qui va observer, qui va ensuite faire le coup de téléphone, qui va déclencher l'impulsion dans l'autre téléphone, qui va enclencher une charge électrique, puis faire détonner un obus, une dynamite, peu importe. Vous, c'est pas ça. Vous avez des pièges qui sont en place, qui tournent sans vous. Par contre, vous êtes à domicile et derrière, lorsque les pièges s'enclenchent, vous êtes de manière active. C'est-à-dire que la personne, vous êtes au courant qu'elle est là. Donc là, mouvement de rack, on charge, on fait l'inverse, on charge, on rack et ensuite, on va aller au conflit. En respectant la légitime défense en cas de système conventionnel, que les lois sont toujours en place. Par contre, en temps de paix, enfin en temps de guerre, qu'il n'y a plus rien, que vous sentez que c'est le chaos, là, on y va. Légitime défense, tout ça, on met à la trappe. Il met le premier coup et ensuite je rends. Je vous conseille de mettre à la trappe aussi. Voilà, ça c'est en temps de conflit, de guerre, hein, là où il n'y a plus trop d'espoir. Voilà, ça c'est la première approche. Et ensuite on a l'approche passive où là vous n'êtes pas à domicile, vous avez vos pièges tout simplement qui tournent sans que vous soyez là et qui vont blesser en fonction de l'intensité, le cran que vous voulez mettre dans vos systèmes de piégeage. Si on est en temps de paix, on ne va pas mettre des systèmes létaux. On va mettre des systèmes de manière à dissuader l'individu, à lui faire plutôt peur, hein, si on peut dire. Et ensuite, on verra ce qui arrive. Voilà, ça c'est le premier point. Deuxième point, vous allez faire une étude
de votre maison. Vous allez voir, ok, c'est quoi les zones à risque? Quelle zone est-ce qu'on peut pénétrer? Est-ce que vous êtes de plein pied? Est-ce que vous êtes sur 2 étages? Est-ce que vous êtes sur 3 étages? Est-ce que vous êtes en appartement? Est-ce que vous êtes en caravane? Est-ce que vous êtes en voiture? Peu importe, pour les domiciles, pour les personnes qui sont sans domicile fixe, par exemple. Voilà, analysez votre environnement. Si vous êtes sur une maison à 2 étages, eh ben, est-ce qu'il y a un balcon? Je pense à une résistante qui a mis en place ces méthodes-là. Est-ce qu'il y a un balcon par lequel on peut passer sur le 2e étage? Est-ce que vous avez plusieurs portes d'entrée plutôt fragiles, des portes en verre, etc., etc. Faites une étude de votre domicile et ensuite, vous allez condamner le plus de voies possible. Ce que je vous recommande. On va prendre ce petit mouchoir. Ça, c'est votre maison. Ça, c'est la porte d'entrée principale. Ben, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de condamner toutes les entrées, ok, sauf celle-là. Et si jamais vous avez une autre entrée, par exemple ici, de ne pas la condamner. Comme ça, vous aurez une voie de sortie pour le nord et une voie de sortie pour le sud. Sinon, le reste, vous allez tout condamner. Comment est-ce qu'on fait pour condamner une ouverture? On peut mettre des barreaux aux fenêtres, très sous-côté. Personne ne le fait, ça. Vous pouvez également mettre vos volets. Vos volets, ça c'est pareil, c'est très dur à forcer, surtout si vous les renforcez en mettant des barres en métal plate, des tiges, bon, peu importe, que vous fixez soit avec de la colle néoprène très forte, soit tout simplement en vissant. Ou, comme on a vu dans les films, en mettant des planches avec des clous. Ça fonctionne aussi très bien. Vous allez condamner toutes ces entrées-là. Et après, il y a d'autres systèmes, mais ça, allez voir dans la description, j'en parlerai un petit peu plus. Voilà pour ça. Condamner le plus d'entrées possible. Pourquoi en garder 2? Parce que si jamais vous avez le feu qui arrive et qu'il y a une entrée malheureusement qui est bloquée, vous devez en avoir une autre. Même si 2, ça reste relativement peu, 3 maximum. Condamner toutes les entrées superflues qui servent à rien et qui sont plus à risque. Ok? Tout ce qui est fenêtre. Là, on entend de crise, on ne veut pas de la luminosité dans l'appartement, on veut être en sécurité. Ensuite, il va falloir minimiser votre exposition. C'est pareil pour les personnes qui habitent un domicile. Voilà, et là, on a la route qui passe. Bah ça va être dangereux. À moins que ce soit une route, on va dire autoroute. Ça m'étonnerait qu'il y ait des personnes qui vivent sur l'autoroute, mais vous avez compris. Plus la route est passante et les voitures défilent rapidement, moins c'est risqué. Par contre, les petites allées, ok, les petites allées, là où les personnes peuvent passer lentement, où il y a des piétons, là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'une personne peut passer, analyser votre maison, il n'y a rien pour cacher, dissuader. Donc ça m'amène au point suivant. Vous devez mettre en place des mesures dissuasives. Et ça passe par quoi? Déjà, première approche dissuasive. Eh bien, si vous avez le potentiel de le faire, mettez des haies. Mettez du grillage. Et ensuite, tendez un filet camouflage. Je sais pas, en temps de guerre, on s'en fout. En temps de paix, vous pouvez mettre, par exemple, des planches. Voilà, et vous faites quelque chose qui obstrue la vue. Comme ça, quelqu'un va devoir un peu forcer pour regarder chez vous. C'est toujours mieux que quelqu'un qui passe et qui peut voir toute votre vie comme ça. Je passe dans la rue, je marche et je regarde, ok, là il est en train de manger, là il va aller se reposer, là il va aller dormir. Vous voyez, il faut éviter ça. Il faut éviter que quelqu'un puisse analyser votre putain de maison depuis la rue, comme ça. Donc, on cache, on obstrue pour que l'individu ne puisse pas voir. Et ensuite, on va éviter... Ok, on va éviter d'afficher toute notre richesse, comme j'appelle patrimoine survivaliste, armement, de la bouffe, des stocks, des cartons d'eau, voilà, tout ça on va éviter de faire. On va tout cacher et on va faire en sorte que notre maison paraisse beaucoup plus pourrie que les autres. C'est du camouflage, c'est du faux mec blood, le F se fondre dans son environnement. Et le dernier point, c'est le suivant. Vous allez mettre vos piégeages sur le cran supérieur, ce que j'appelle le cran offensif. Pour les personnes à qui j'ai enseigné ces méthodes-là, c'est une approche qui est très pacifiste parce qu'on est en temps de paix. Par contre, vous allez faire parler votre créativité quand on est en temps de guerre. Là, c'est plus du tout pareil. Vous pouvez y aller à fond. Vous avez des systèmes redoutables qui vont vous permettre de tuer l'individu. Si vous faites preuve d'un peu d'imagination, ok, que vous élaborez les systèmes, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a une phase de créativité aussi là-dedans, vous allez complètement détruire l'individu. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour protéger son domicile, il faut se mettre à la place de la personne qui veut potentiellement vous voler. Dites-vous que à l'heure actuelle, vous n'êtes plus survivaliste, vous voyez quelqu'un qui a fait une préparation conséquente en termes d'armement, stock et tout,
comment est-ce que je vais faire pour aller le voler? Voilà, mettez-vous simplement dans sa peau, inversez les rôles, psychologie inversée si on pourrait dire, et mettez-vous à sa place et dites-vous comment est-ce que vous feriez pour aller le dépouiller. Globalement, les gens c'est pareil, hein. Ils n'ont pas non plus tous les neurones connectés, donc ils vont aller vers la facilité, par la force, s'ils voient qu'ils sont armés, en supériorité numérique, ils vont y aller par la force. Donc vous, dites-vous, ok, comment est-ce que je peux faire pour les ralentir, les freiner, sachant que ces systèmes de piégeage, ils vont vous activer en temps réel que quelqu'un essaye de s'introduire chez vous. Donc si vous êtes armé, équipé, ben là, après, c'est du tir sur cible. En fonction de si eux, ils sont armés ou pas, ça peut être du tir sur cible. Voilà, donc sécurité, on maîtrise son armement, on maîtrise sa protection, la sécurité de son domicile, on maîtrise ses compétences au filtre de l'eau, manger, faire un bivouac, etc. Et créativité. La créativité, c'est aussi quelque chose dont je ne parle pas beaucoup en survie, c'est capital, si ce n'est l'un des plus importants. Je mettrai même sur le top 3. La créativité, les personnes qui font preuve de créativité en survie, c'est des personnes qui sont d'un réel atout. On le voit dans les émissions comme les Koh-Lanta, moi quand je regardais ça quand j'étais petit, les personnes qui font des nattes, les personnes qui font des paniers, voilà, tout ça. Et après, il y a aussi le niveau supérieur. Comment est-ce qu'on fait pour faire du piégeage assez douloureux? Voilà. Vous avez le lien dans la description, allez voir ça, on parle un peu plus en détail. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.